Un long voyage, par Claire Duvivier. Chapitre 1. J'aimais tout, ma hiératique. C'est pour toi que j'allume cette lanterne, que je sors ces feuilles, que je trempe cette plume dans l'encre. À vrai dire, je me lance dans cette entreprise sans savoir si je pourrais la mener à bien. Il y a fort longtemps que je n'ai pas couché des mots sur le papier et, même à l'époque où cette tâche m'était quotidienne, mes œuvres se limitaient à des rapports et procès-verbaux. Mais après tout, ce n'est pas une épopée que tu m'as demandé. Toi, tu veux la vérité sur Melvin Zelina de Felarazi, et je suis l'un des derniers en vie à l'avoir connue. Je vais donc faire la lumière sur elle. Pour ce faire, peut-être dois-je d'abord la diriger vers moi. Il y a des broutilles que tu ignores encore sur mon passé, mais qui ont leur importance si je dois te conter cette histoire. Tu me connais sous le nom de Lies, de Roenua. En réalité, je suis Lies, seulement Lies. Nous n'avons pas de patronyme sur l'archipel. En arrivant à Solmeri seul, intimidé, contraint de me faire respecter, j'ai vite pris l'habitude, pour me donner un peu d'importance, d'ajouter le nom de mon île natale, dont personne ici n'avait jamais entendu parler. Je précisais « sujet impérial », comme s'il s'agissait d'un titre de noblesse, mais ce n'était qu'un mensonge, car à cette époque, j'étais encore une possession de l'Empire. Je suis le troisième fils d'une famille de pêcheurs. J'avais une poignée d'années quand mon père n'est pas revenu d'une sortie en mer. Ma mère était incapable de s'occuper seule de ses 4 enfants et s'en ouvrit aux autres familles du peuplement. La décision fut alors prise, pour alléger son fardeau, de retirer à sa garde l'un des enfants. Le choix se porta sur moi, sans que je me rappelle pourquoi. Peut-être étais-je celui qui ressemblait le plus au défunt, ou qui était le plus affecté par sa disparition. En d'autres temps, ces sages m'auraient jeté à l'eau loin de la côte, mais pour rembourser le bateau que l'imprudence de mon père leur avait coûté à tous, on prescrivit de me placer au comptoir impérial de Tanitamo, capitale de l'archipel situé sur l'île de Tan et Nua. À l'époque, je n'étais encore jamais allé plus loin que le marché du peuplement voisin. J'ai un souvenir net de ce premier voyage, ou plutôt de l'arrivée dans le port de Tanitamo, avec ses voiliers immenses qui mouillaient à distance, et les navires à quais plus vastes que des vaisseaux funéraires. Sans parler de la ville elle-même, avec ses bâtiments de pierre volcanique ou de bois à l'architecture continentale, et sa forte concentration d'habitants. Pourtant, ce n'était qu'une capitale mineure, provinciale, avec ses rues en terre battue, au tracé hasardeux. La première concession de l'Empire englobait une partie des quais du port, un petit port perché sur les rochers au-dessus de la mer, quelques maisonnettes où vivaient les domestiques insulaires, et un bel édifice de style impérial de 2 étages, qui abritait le comptoir commercial proprement dit, ainsi que les quartiers des fonctionnaires. C'est là que ma mère se présenta, me tenant par la main. Son explication fut si confuse que la femme nous ayant reçus, qui ne comprenait que l'armique, finit par faire venir une des domestiques, originaire elle aussi de Roenua, et qui parlait donc le même dialecte que nous. Celle-ci tâcha d'abord de nous dissuader. Mais ma mère n'en démordait pas. Ses consignes étaient claires. J'étais désormais un indésirable dans notre peuplement et elle ne pouvait m'y ramener. Notre interprète improvisé soupira, lui promit d'essayer de convaincre l'un de ses maîtres et nous dit de l'attendre sur la placette qui reliait la concession au reste de la ville. Le soir se couchait quand 2 impériaux nous rejoignirent. J'écris impériaux, car c'était ainsi que nous les désignions sur l'archipel, mais il s'agissait plus précisément de 2 Quaïmites. Comme la plupart des administrateurs du comptoir, ils venaient du cœur de l'Empire. Il y avait un homme d'une 40aine d'années, bien mis, qui nous fit l'effet d'être une sorte de dignitaire ou de chef. L'autre était un tout jeune homme muni d'un porte-document qui semblait faire office de serviteur. Les voyant approcher, ma mère prit les devants et se lança dans un discours plus élaboré auquel avait eu tout le temps de réfléchir. Elle relata les malheurs ayant frappé notre famille et notre peuplement, mêlant quelques expressions en armique à ses longues tirades dans notre dialecte, d'où ressortait principalement le mot tabou, tabou, tabou. Après avoir essayé en vain de l'interrompre, le plus âgé des impériaux l'écouta avec lassitude tandis que le plus jeune, paraissant avoir quelques connaissances des langues insulaires, lui expliquait les points les plus obscurs de ce monologue. Puis il se tourna vers ma mère pour lui dire, dans un dialecte heurté, qu'il ne pouvait pas l'aider, que le comptoir ne signait plus de contrats de ce genre, qu'ils étaient pour ainsi dire devenus tabous dans l'Empire. Ma mère prit un air choqué et, s'imaginant que ces 2-là lui mentaient parce qu'ils ne voulaient pas de moi, parce qu'ils me trouvaient trop jeune ou pas assez vif, elle partit dans un maquignonnage éhonté, arguant que je savais compter et chanter et danser, vantant au passage ma grande taille, mes beaux cheveux, mes traits fins. Je me souviens nettement que le plus jeune des impériaux eut un tic nerveux et échangea un regard avec son aîné, puis, priant d'un geste ma mère de patienter, ils s'éloignèrent pour une discussion rapide mais animée sur le seuil du comptoir.
Je regardais fixement ces deux hommes que j'apprendrais à connaître dans les années à venir. Le haut dignitaire était Aiguillon Villerbe, régisseur en second de la concession impériale à Tanitamo, qui passait parfois pour hautain en raison de son apparente froideur et de son penchant pour le sarcasme. Le serviteur était son jeune apprenti, Merle Pirard, qui deviendrait pour moi un grand frère et un modèle. Cela faisait seulement 1 an qu'il avait posé le pied sur les îles, mais il était suffisamment informé de nos coutumes pour comprendre pleinement, probablement mieux que Villerbe, la gravité de ma situation. Et, alors qu'il était encore tout en bas de l'échelle hiérarchique au sein du comptoir, il sut trouver les mots ce soir-là pour convaincre son supérieur de le laisser m'acheter à ma mère et me sauver la vie. « Je ne suis pas sûr que tout cela t'intéresse vraiment, Gémétou. Tu dois même penser que je me moque de toi. Qu'est-ce que tout cela vient faire ici ? C'est de Malvin Zelina de Felarazi que tu veux tout savoir, la femme du Nord qui fascine tes semblables depuis leur retour chez eux. Pardonne-moi. Il m'apparaît nécessaire d'expliquer comment le fils d'un pêcheur a pu croiser le chemin de cette étoile montante de Haute-Quaima, dans les veines de laquelle courait du sang impérial, puisque les Zelina sont l'une des 4 lignées descendant directement des 4 cousins de l'empereur, des 4 qui auraient pu hériter de son trône après son ravissement si l'Empire n'avait pas finalement perduré son souverain. Cependant, Malvin ne s'est jamais vanté de sa prestigieuse ascendance, alors inutile de trop en faire à ce sujet. Quelques années vont encore passer avant qu'elle arrive dans l'archipel. C'est qu'à cette époque, elle n'est pas majeure. Elle prépare studieusement le concours de la Grande Académie et elle est encore loin de se douter qu'elle sera un jour à la tête d'une concession impériale au milieu de l'océan. Son avenir, elle ne l'envisage pour l'instant qu'à moyen terme. Celui des jeunes gens de l'Empire, lancés sur la voie des études, dépend entièrement de leurs résultats au concours et plus encore de leur classement. Ce n'est pas une façon de parler. La haute administration impériale ne conçoit pas les trajectoires hors de ce cadre et il n'y a pas de place pour les médiocres. Contrairement à de nombreux autres candidats, Malvin a eu la chance de pouvoir choisir cette voie difficile. Le devoir de perpétuer la lignée a échu à sa sœur Évari. La puis-née Velia a été incitée à suivre une carrière militaire. À l'heure où ma mère signe d'une croix le contrat que Merle vient de rédiger, le frère et la sœur vivent encore dans leur Haute-Quaima natale, l'ancienne capitale impériale, perchée dans les montagnes. La demeure familiale est située à 2 pas du célèbre beffroi. Ils y grandissent dans une totale liberté. Leurs parents sont morts depuis longtemps et leurs aînés très occupés. C'est toute une suite de domestiques et de précepteurs qui sont chargés de leur éducation. Ils ont l'habitude de passer la matinée ensemble avant de déjeuner tôt, puis de vaquer à leurs occupations. Malvin part travailler dans la bibliothèque du domaine de Felarazi jusqu'aux heures avancées de la nuit. Cosime erre dans la nature alentour, les forêts et les grottes, fuyant la compagnie des humains. Le mystique point en lui depuis la fin de l'enfance. D'âge proche, le frère et la sœur s'aiment plus que tout au monde, et pourtant, une chose les sépare. Cosime sait qu'il ne quittera jamais ces montagnes, alors que Malvin a soif d'aventure et de voyage. Tout cela est connu. Laissons encore un instant les cadets de l'ancienne famille Zelina de Felarazi dans leur Haute-Quaima bien-aimée. Dans ces dernières années d'existence, retraversons l'océan et revenons sur l'archipel.